commerce, le sort des contrats en cours avant la cession du fonds de commerce, les incidences fiscales liées à la vente d'un fonds de commerce. Donc, en général, voilà le plan qu'on a adopté et que nous allons développer tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que notre formateur est toujours avec nous? Monsieur Salmon? Monsieur Salmon, vous êtes avec nous? Monsieur Salmon, vous êtes avec nous? Quelqu'un a-t-il... Ceux qui ont levé la main peuvent prendre la parole s'ils ont quelque chose à dire avant qu'on le démarre. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, c'est monsieur Alou Badra Soumoutera depuis Bamako. D'accord. En fait, j'ai une question, je ne sais pas si vous le permettez, parce que je ne sais pas, chacun a sa façon quand même d'intervenir. Certains attendent la fin des interventions pour donner la parole à l'assistance, donc d'autres décident de le faire en même temps que la formation. D'accord. Moi, ma question, c'est de savoir c'est quoi même une et à partir de quel moment les entreprises ont besoin ou ont recours à ces modes de restructuration? Parce que je pense qu'il devrait d'abord avoir des soucis, des problèmes auxquels l'entreprise fera face. Avant de faire recours à la restructuration. Exactement, avant de faire recours à la restructuration. Je ne sais pas si vous l'avez effleuré lors de votre introduction, mais malheureusement, je n'ai pas prêté beaucoup attention. Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez un peu l'esprit de ma question. Je comprends très bien votre question. Exactement, d'accord. D'accord, c'était un peu ça. D'accord. Super, il n'y a pas de souci. Merci. Je vous remercie pour votre question. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. D'accord. Avant de vous répondre, je demande si notre formateur est déjà avec nous. Puisqu'il était là, il est reparti, il est revenu. Je ne sais pas si entre-temps, il nous a rejoint encore. Monsieur Salmon? En attendant qu'il ne nous rejoigne encore, je vais refaire mon introduction. Peut-être que dans mon introduction, vous allez pouvoir trouver la réponse à votre préoccupation. Monsieur Alou Badra, c'est bien ça? C'est exact. D'accord. Je disais tantôt que le choix de ce terme, la restructuration des entreprises dans l'espace OHADA, les actes préparatoires et la procédure administrative est intervenue dans un contexte particulier, c'est-à-dire dans un environnement à forte concurrence sur la scène mondiale et animé d'un souci de croissance. Les entreprises font face à diverses situations qui vont les conduire à faire recours à des opérations de restructuration qui sont de vérité pour pour une société. La restructuration désigne un ensemble d'événements qui la touchent dans sa structure et entraîne de réels bouleversements sociétaires. Ceci en faisant recours
à des techniques particulières prévues par le législateur OHADA ou par certains tests nationaux. Par exemple, le Code général des impôts. Dans certains codes généraux des impôts, il y a des opérations de restructuration qui sont prévues parce que il y a plusieurs opérations de restructuration. Il y a la restructuration sur le plan juridique. Il y a la restructuration sur le plan juridique où nous procédons peut-être à l'augmentation du capital de l'entreprise, où nous faisons entrer de nouveaux actionnaires, de nouveaux associés qui vont prendre des parts pour pouvoir augmenter le capital parce que peut-être l'entreprise se trouve en difficulté, il a besoin du fonds de roulement pour faire face à certains projets. Peut-être nous voulons augmenter notre capital, nous voulons augmenter, modifier notre enseigne, c'est-à-dire les activités de notre entreprise, de notre société, pour faire face à de nouveaux défis. Vous voyez un peu, il y a également la scission, il y a également bon, je vais laisser le formateur. Je vais laisser le formateur aller dans le sujet. Il y a également la restructuration sur le plan fiscal. Il y a la restructuration sur le plan fiscal. Il y a la restructuration sur le plan comptable. Il y a la restructuration sur le plan marketing. Donc, la restructuration, c'est une vaste opération qui touche votre entreprise, l'entreprise qui en fait objet dans toute sa structure. Dans toute sa structure. Et ça dépend des besoins de chaque entité. Et c'est en fonction des besoins de chaque entité qu'il fait recours à tel ou tel mode de restructuration. Donc, voilà un peu le contexte qui est situé. Monsieur Allo Abdara, si vous voulez encore avec oui. Oui, je suis là. Comme vous dites que le formateur doit intervenir et entrer au vif du sujet, et je vais l'attendre. Sûrement, il va toucher la partie que j'ai vraiment besoin. Parce que là, vous avez parlé des difficultés et de certaines situations qui vont amener l'entreprise à faire une restructuration. Et ces exemples de difficultés en réalité qui amènent l'entreprise à faire une restructuration. Déjà parce que en droit WADA, déjà, lorsque l'entreprise fait face à une difficulté de nature économique ou financière, voilà, ça c'est un exemple. Déjà, donc je veux connaître maintenant les exemples de difficultés de situations qui amènent réellement les entreprises à recourir à une restructuration. À une restructuration. Absolument. Parce que ce sont les mêmes difficultés, comment on appelle ça, ce sont les mêmes difficultés économiques et financières, ou je sais pas, comptable, fiscale, voilà, qui amènent. Bon, si c'est le cas aussi, est-ce que je dirais que j'ai une autre question, est-ce que cela ne va pas un peu piétiner le droit au WADA? Non, pas du tout. Ça ne va pas piétiner le droit au WADA parce que le droit au WADA n'est pas vraiment allé en profondeur dans les opérations de restructuration. Le droit au WADA n'est pas vraiment allé en profondeur. Oui, absolument, je comprends. Le droit au WADA, a juste parlé de quelques éléments par rapport aux opérations de structuration, mais le droit au WADA n'a pas vraiment creusé la question dans son ensemble. C'est pourquoi nous n'allons pas limiter au droit au WADA. On va pas limiter au droit au WADA pour développer ce thème. Sinon, nous allons manquer de substance.
Mais la base, déjà, il faut comprendre que la base, c'est le droit au radar. Tout à fait. La base, c'est le droit au radar. Nous allons faire le droit au radar pour développer le thème dans tout son ensemble. Je ne sais pas si je me fais clair. Le droit au radar également prévoir des dispositions qui prônent un peu cette restructuration, parce que quand on voit un peu l'acte uniforme sur le droit des sociétés, dans votre plan, vous venez de citer des modes qui y figurent déjà ou bien qui sont prises en compte par le droit des sociétés. Ailleurs également, on parle de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, la cession des fonds de commerce lorsqu'il y a des difficultés au sein de l'entreprise, c'est également des moyens qui sont prévus par le droit WADA. De façon dispersée, éparse, le droit WADA essaie un peu de remédier à ces problèmes-là. Je ne sais pas si vous cernez. Oui. D'accord. Donc, comme je ne suis pas spécialiste, je vais vous dire exactement la substance de ce que le droit WADA a prévu par rapport aux opérations de restructuration. Surtout par rapport à la restructuration juridique et fiscale. D'accord. Voilà, à la restructuration juridique, surtout parce que le droit WADA n'a abordé que l'aspect juridique de la restructuration des entreprises. Parfaitement. Rien d'autre que la cession d'entreprise. Exactement, c'est ce que je viens de comprendre par là. Les fusions, les scissions, les apports partiels d'actifs, oui. Les modifications de capital, dissolution et liquidation de sociétés. Tout à fait. Donc, fondamentalement, c'est la restructuration sur le plan juridique. C'est ce que l'acte uniforme a. Exactement. Maintenant, il y a la restructuration sur le plan fiscal, sur le plan comptable, sur le plan marketing, sur le plan organisationnel. Voilà. Exactement. C'est tout un ensemble. Mais notre formateur est là. Monsieur Salmon Malang. Monsieur Salmon Malang. D'accord, monsieur. Si je comprends bien, vous voulez dire que le droit WADA. Allô? Oui, alors je suis là. Vous voulez dire que le droit WADA a prévu des modes de restructuration qui sont sous l'angle juridique. Juridique, très bien. Exactement. Donc maintenant, vos interventions iront au-delà, donc voir sous l'angle, comment on appelle, comptable, sous l'angle marketing, qu'est-ce qui est prévu dans les codes nationaux pour restructurer une entreprise. Oui. D'accord, ça marche, j'ai bien compris. Ah, nous attendons impatiemment le formateur. Il est là, je crois qu'il va prendre la parole maintenant pour plancher. Monsieur Salmon Malang. Allô? Allô? Monsieur Salmon Malang. Oui, je suis là. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je tiens d'abord à parce que j'ai un petit souci de connexion.
Non. Nous n'allons pas laisser la connexion, ce souci-là, nous déranger. Donc, faites tout votre possible pour plancher parce qu'on vous attend impatiemment. Allez, allez-y, prenez la parole. Allô? Monsieur Salmon? Allô? Monsieur Salmon? Monsieur Salmon Malanga? Monsieur Salmon? Allô? Oui. Oui. Monsieur Salmon Malang? En attendant que M. Salmon règle son souci de connexion, nous allons
nous allons vous présenter les quelques ouvrages qu'il a eu à écrire sur la fiscalité. En attendant, nous rappelons à tous les participants qu'aujourd'hui, Voilà, nous parlerons de thème. Je pense que la connexion est revenue. On va faire avec. De temps en temps, elle va pouvoir se couper, mais ça va. Je disais tantôt, nous allons voir les aspects des formalismes, la publicité et comment se négocient les prix de fonds de commerce. On va regarder le sort des contrats. Donc, sans plus tarder, je commencerai par. Ça ne sort pas bien. Ça rate. Tu as bien essayé. Oui, c'est bon. Ok. Ah oui. Oui. Allô? 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 Oui, allô, monsieur Sal.
On vous Ouais, entend, je vous disais, entend très bien. ouais, Allez-y. je dis, voilà, j'ai vraiment ce souci-là. Si jamais je me connecte, sachez que je vais revenir. C'est la connexion qui dérange. J'étais en train de dire, donc, on commencerait par la définition de la restructuration. La restructuration concerne l'ensemble des techniques qu'utilisent les entreprises et groupes de sociétés pour leur permettre aussi bien d'assurer une optimisation du financement de leur croissance que leur adaptation à une situation économique. Dans notre cadre, le cadre de notre réflexion, c'est on parlera beaucoup plus parce qu'il y a d'autres techniques, mais on va parler. Il y a les techniques, par exemple, je vais beaucoup parler des techniques, même si on va s'apprécier sur l'une d'elles. On a la section d'entreprise, il y a la fusion, il y a la scission, il y a l'apport par parcelle d'activité, d'actifs, pour moi, il y a les modifications de capital, il y a aussi la dissolution et la liquidation des sociétés. Mais pour ce soir, on évoquera seulement la cession d'entreprise. Et comme je disais tantôt, la fiscalité des restructurations renvoie aux conséquences fiscales qui sont appliquées à ces opérations. Donc, la fiscalité des restructurations renvoie aux conséquences fiscales appliquées à ces opérations. Ce qui est différent de la fiscalité que nous faisons au quotidien, que moi j'appelle généralement la fiscalité courante, parce qu'elle concerne seulement la TVA et la fiscalité du résultat. La fiscalité des restructurations regroupe un ensemble de dispositions qui ne sont pas de celles que l'on rencontre nécessairement tous les jours. C'est pourquoi il faut faire cette différence qu'il y a entre la fiscalité des restructurations et la fiscalité que j'appelle la fiscalité courante que nous appliquons au quotidien dans nos entreprises. Voilà, parce que la fiscalité, la fiscalité des restructurations regroupe, comme je dis, ça touche un ensemble d'impôts qui n'a généralement rien à y voir avec la fiscalité que nous pratiquons au quotidien dans nos entreprises. Donc, raison pour laquelle elle est un peu particulière et que c'est dans les cas particuliers qu'on évoque la restructuration, cette fiscalité des restructurations. Une cession d'entreprise peut avoir pour objet le fonds de commerce. Non seulement on peut parler du fonds de commerce, mais on peut aussi parler des titres de la société des titres de la société de propriétaires. Mais dans notre cadre, je ne vais pas évoquer ces démarches, je vais évoquer beaucoup plus, on parlera du fonds de commerce qui va beaucoup nous intéresser parce que vous comprenez pourquoi j'ai choisi le fonds de commerce. La session portant donc sur le fonds de commerce, il faut comprendre que l'acte uniforme portant droit commercial général définit le fonds de commerce comme étant constitué par un ensemble de moyens qui permettent aux commerçants d'attirer et de conserver une clientèle. Dans ce cadre-là, on ne peut pas, quand on parle de l'ensemble des moyens, on y met par exemple la clientèle, l'enseigne ou bien le nom commercial parce que beaucoup plus faut faire. La clientèle et l'enseigne, c'est les éléments. C'est ça qui donne en réalité. Vous ne pouvez en dehors de ça, commerce, il y a les dessins, il y a les modèles, il y a aussi tout droit de propriété. On a les installations, on a les éléments et les engagements, il y a le matériel immobilier, il y a aussi les marchandises en stock. Tout ça fait partie du fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce est ainsi considéré comme un élément d'universalité meuble ou bien des droits réels immobiliers. Donc, le fonds de commerce peut donc faire l'objet de diverses opérations juridiques, notamment la vente, la location gérante, l'apport en société. On va beaucoup. On va s'apprécier sur la vente uniquement. Voilà. Donc, sans tout soit tardé, la vente de fonds de commerce, on va égaler les éléments transmissibles du patrimoine. Parce qu'on va comprendre
ici, là, il est question de se comprendre qu'il y a certains types d'éléments qui font partie de ce patrimoine-là, qui font partie du fonds de commerce. La cession de fonds de commerce implique la seule transmission au niveau propriétaire que l'actif immobilisé et les stocks. Le passif restant à la charge du cédant, c'est l'application du principe du droit des obligations que nous connaissons tous, ce qui veut que les dettes ne soient pas transmissibles au contraire. C'est les clients qui doivent l'être. La clientèle ici là constitue donc l'élément très indispensable sans laquelle le fonds de commerce ne peut pas exister. On peut, dans ce cadre-là, on peut donc parler de section de fonds de commerce. On ne peut pas parler de section de fonds de commerce s'il n'y a pas section d'une clientèle. Donc, quand vous vendez le fonds de commerce, on tient compte du fonds de commerce en plus de la clientèle. On parle de bien, on parle de c'est les aspects juridiques de la session de fonds de commerce. La formalité, les formalités à accomplir. Il y a le formalisme de l'accord de vente. La forme écrite de l'acte est obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, à ces articles 149 et 150. C'est très important. Il faut comprendre que il faut toujours écrire. Et lorsqu'il faut écrire, on ne dit pas ça verbalement, parce que c'était souvent qu'on dit qu'il y a le contrat verbal. Non. Dans ce cadre-là, il faut écrire, il faut matérialiser. Et en plus, il faut que la matérialisation de ça doit être rédigée par les experts. Parce que cet écrit peut être rédigé, soit par les parties elles-mêmes, mais par l'intermédiaire d'un professionnel, c'est encore mieux. Dans ce cadre-là, on peut évoquer un notaire ou bien un avocat parce que ce sont des personnes quand même qui sont bien aguerries dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que le recours professionnel est à conseiller dans la mesure où ceux-ci ont l'obligation de renseigner les parties et les avertir des dangers d'une telle convention. Parce que dans la pratique, on se rend toujours compte qu'il y a certaines personnes, ils ont signé les choses qu'ils ne comprenaient pas parce qu'il y avait une partie qui maîtrisait bien le droit et il lui a fait signer le document. Lui, il a juste lu, mais ne comprenant pas les termes juridiques, il a signé, mais lorsqu'il y a maintenant un litige, il se rend compte qu'il a été prouvé. Donc, il est très important de se faire accompagner par les professionnels. Encore, c'est mieux, parce que les professionnels, ils vont vous dire exactement ce que vous devez vous attendre. Et si jamais il y a un problème, ils seront prêts à vous avertir avant de poser votre signature sur un document. Bien, on parle de la publicité de la section. À la publicité de la section. L'acte constatant une section de fonds de commerce doit être déposé à une copie, on doit déposer à une copie qui est certifiée conforme par le vendeur ou bien l'acquéreur au registre de commerce et de crédit immobilier. Dans un délai qui est généralement un délai de 15 jours, suivant la signature. L'acte constatant la session doit être publié par l'acquéreur dans un journal habilité à publier des annonces légales et ou apparaissant dans le lieu où le vendeur, c'est important, où le vendeur est inscrit au registre de commerce et des crédits immobiliers. Les délais ici là sont très importants, surtout en matière de droit. On vous dit le délai c'est 15 jours. Et quand on parle d'un journal habilité à publier les annonces légales, on n'a pas dit n'importe quel journal. Dans un pays, il y a un journal officiel. En dehors de ça, il y a aussi les obligatoirement les délais d'opposition par les créanciers. Donc, le code de commerce donne aux créanciers du cédant la possibilité de s'opposer au paiement du prix de cession directement au cédant. Cela implique que la somme de la vente soit séquestrée pendant une période allant jusqu'à 5 mois. C'est très important. Pourquoi cette période
doit être respecté. Ça donne l'occasion aux créanciers de faire opposition au cas où ils ne sont pas d'accord. Et ce délai-là, c'est très important parce que s'il y a vente sans toutefois observer ce délai, on peut y arriver où cette vente soit annulée. Donc, autorité faisant d'office pour permettre à la purge de tous les délais d'opposition. Le non-respect de cette condition essentielle ou bien à la publicité y afférent rend l'acquéreur solidairement responsable des dettes du cédant. Donc, il faut aussi que l'acquéreur doit aussi veiller en sorte que cela doit être observé parce que si jamais cela n'est pas observé, lui aussi, il est solidairement responsable parce que généralement, les créanciers, moi aussi, quand je conseille souvent certains créanciers, on tient compte de ça, on vous laisse faire votre cinéma et après, nous, on va réagir maintenant et on va vous dire, OK, en ce moment-là, vous allez non seulement payer les frais que nous allons engager pour le contentieux dans le cadre, et vous allez aussi payer la créance qui était question. Le prix de vente du fonds de commerce. La fixation du prix de fonds de commerce résulte d'un accord négocié entre le vendeur et l'acheteur. Évidemment, qui est basé sur la valeur du fonds de commerce. Donc, mais il faut faire très attention. On ne vend pas pour vendre. Il y a les éléments qui doivent être entrés en compte pour que le prix soit validé. Par exemple, il y a on tient compte du montant de chacun des éléments d'exploitation. On parle des éléments d'exploitation, on va parler le total des actifs qui sont disponibles. Au niveau quand même le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des 3 derniers exercices. On doit regarder quel est le chiffre qui a été réalisé au cours des 3 derniers exercices en ajoutant automatiquement un certain type de pourcentage, la rentabilité aussi qui est importante. Donc, c'est pas parce qu'il faut vendre que vous pensez que vous devez vendre. Vous devez tenir compte d'un certain élément pour déterminer le prix. Le prix ne s'arrête pas seulement à la va-vite, mais les éléments doivent entrer en jeu pour déterminer exactement le prix que vous allez proposer au potentiel acquéreur. Voilà. Et il est aussi important, je voudrais aussi évoquer ça, en dehors de tout, il y a une formule qui est toujours importante dans la pratique. Parfois que je me rends compte que certains ne maîtrisent pas. L'opération peut ainsi dégager, parce qu'au bout de cette opération, on peut dégager une plus-value ou bien une moins-value. Mais la formule échappe à certaines, c'est dit parfois. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à souligner ça. La plus-value ici, là, pour la calculer, elle est égale au prix de vente, moins la valeur nette du fonds. Mais avant d'appliquer ça, il y a les petits calculs préalables que vous devez faire. Donc, il faut mettre la formule ici, là, quand on dit la plus-value, parce que la plus-value, elle va subir les impôts, on appelle ça l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. Mais raison pour laquelle il faut bien la calculer, parce que si vous la calculez mal, il y aura les dégâts, vous allez payer plus. Généralement aussi, j'ai aussi évoqué, c'est quoi le prix de vente, parce qu'il faudrait aussi qu'on s'appréhendisse un peu. Le prix de vente, c'est là, s'entend du prix net obtenu après déduction des. Par ici, c'est bon. Pense que je vais continuer. Alors, dans le prix de vente, comme je disais tantôt, s'entend du prix net. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Je disais donc que le prix de vente, c'est là, s'entend du prix net. Donc, il faut faire le prix net obtenu après déduction des frais et des taxes qui ont généralement été greffées à l'opération. Il y a celles des frais qui sont strictement itinérants à la vente viennent en diminution. Ces frais-là, généralement, ce sont les frais qui concernent la commission d'intermédiaire, il y a les honoraires, des conseils. Il y a aussi la valeur nette. Ici, la valeur nette, ici, là, s'entend comme la valeur historique ou bien la valeur d'origine pour laquelle ils ont été inscrits au bilan. Autrement dit, c'est le prix que revient les éléments non amortissables. En ce qui concerne les éléments amortissables, il y a la valeur nette qui s'entend comme valeur d'origine et qui est diminuée. Sachez automatiquement que vous avez une plus-value.
parce que c'est très important. Ça concerne aussi l'argent que doit gagner le vendeur. Parce que non seulement c'est plus-value là, ou bien le moins-value, il va devoir payer l'impôt sur les sociétés, mais il doit gagner aussi. Si ce n'est pas bien calculé, il sera dans une perte. Là, maintenant, on a le sort des contrats en cours. Lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, le repreneur doit au niveau des sorts des contrats en cours. Je disais que lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, le repreneur peut décider de ne pas poursuivre les contrats, dont tous les contrats qui sont liés au fonds de commerce. Mais la loi lui impose deux types de contrats. Il y a les contrats qui sont liés, les contrats de travail et les contrats au bail. Mais il est important parfois que lorsque vous faites face à cela, vous pouvez renégocier les contrats, surtout les contrats de travail. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous séparer du personnel que vous avez trouvé, mais vous négociez ces contrats, étant donné que vous venez de dépenser beaucoup d'argent. Si vous avez trouvé que les gars avec quand même des contrats qui sont par exemple un peu élevés, on va un peu diminuer. Est-ce que ça séparer de la personne, parce que vous n'êtes pas obligé. Il y avait plus. Au moins, vous avez tenu compte que son contrat existait. Vous avez entamé les négociations. Si pour les négociations, il estime qu'on ne peut pas diminuer son salaire, mais vous serez dans l'obligation de vous séparer depuis la loi vous le permet. Mais parce que vous avez tenu compte d'abord qu'il existait un contrat. Et là, au niveau du contrat au bail, vraiment, vous ne pouvez même pas essayer même de diminuer le bail parce que ce n'est pas vous qui décidez. Le bailleur, dans la plupart des cas, lui va décider parfois d'augmenter le bail. Mais ça dépend parce qu'il est question de négocier dans ce cadre-là. Donc, là, il est donc nécessaire, non seulement pour le SIDA, de passer, pour le SIDA et pour l'acquéreur aussi, de passer à toutes les conventions que vous avez trouvées qui liées au tiers, des conventions qui liées au tiers par rapport au fonds de commerce. Parce que si jamais ces conventions-là ne sont pas beaucoup analysées, vous pouvez faire face à beaucoup de difficultés, d'obstacles, non seulement au niveau de la session du fonds de commerce. Aussi pour l'acquéreur, il peut faire face aussi aux difficultés parce que il est important. Non seulement d'analyser ensemble entre l'acheteur et l'acquéreur, l'ensemble des contrats qui existent et pour déterminer exactement quels sont les contrats que vous ne pouvez pas continuer à gérer. Donc, vous allez mettre fin au contrat, étant donné que la loi vous impose deux types de contrats que je viens de citer, les contrats de travail et les contrats au bail. Mais moi, je dis toujours que c'est important de mener une revue sur toutes les conventions, parce que sinon, vous savez qu'en droit, l'autre partie cherche souvent une petite faille pour s'approcher sur ça et vous faire en justice. Si jamais il y a l'argent qui est en vue, ne veut pas nous sommes dans les affaires. Et puis dans ce cas-là, il n'y a pas d'argent. Les incidents fiscaux maintenant qui sont liés à la vente de fonds de commerce, c'est très important parce que après avoir procédé que nous avons fait, les questions d'entrer dans le domaine fiscal. Quel est l'élément? Comment ça se passe? La transmission d'un fonds de commerce exploité directement par l'intermédiaire d'une société engendre une mutation. La mutation qui donne lieu à l'acquisition des droits d'enregistrement. Ici, là, généralement, le droit d'enregistrement ici à la charge de l'acquéreur, de l'acheteur, parce que plutôt la plus bon, c'est aussi dans ce cadre, cela donne lieu à la consultation du travail qui est beaucoup plus à l'avantage du vendeur. Parce que c'est vous qui, lorsque vous devez acquérir dans ce fonds de commerce, vous devez mettre ce qu'on appelle les garde-fous. Et vos garde-fous, c'est l'enrichissement de tout ce qui est comme contrat. Parce que chez nous, on voit quand un acte n'est pas enregistré, vous ne pouvez même pas saisir un juge. Il va juste annuler, il ne va même pas vous regarder. Donc, c'est très important de veiller pour l'acquéreur, de se rassurer que tous les actes qui ont été passés doivent être enregistrés. Parce que l'acheteur, lui, il va attendre seulement que son gain et il va s'en aller. Il y a les traitements, dans le cas du traitement des droits d'enregistrement,
le concessionnaire ici là, ou bien le cessionnaire ici là, autant pour moi, ou bien l'acquéreur est soumis au droit de limitation en vertu des dispositions. Les dispositions ici là sont les dispositions du Cameroun. Ça concerne le Code général du Cameroun à ce articles 341 et 543 du Code général des impôts qui prévoit un droit proportionnel au taux de 15% qui est applicable sur le prix de vente global, sur le prix global de la vente des éléments qui constituent le fonds de commerce. C'est très important. Là, c'est le taux qui est 15%. Je crois que dans toutes les juridictions, il y a ces dispositions-là que je n'ai pas pris le temps de vérifier tous les codes. Parfois, je ne sais pas combien de personnes seront, je disais, pour les nationalités, mais chacun peut regarder cela dans son code général de sécurité. Voilà, maintenant, pour les marchandises, il y a aussi les marchandises neuves. Pour les marchandises neuves, c'est un peu complexe parce que pour les marchandises neuves, c'est soumis au taux. Il y a encore le taux concerne le Cameroun 2%. Mais ici, là, c'est désigné article par article. Je ne sais pas si dans certains pays aussi, on va regarder ça. Article par article, je prends un cas simple. Vous avez les tables banques. Donc, il y a la table, il y a les banques. Comment on va effectuer cet enrichissement? On prend la table, si elle est neuve, on va la registrer au taux de 2%. Donc, on va calculer au taux de 2%. On va prendre la chaise. C'est pourquoi il dit cela, c'est article par article. Et cela est prévu exactement aux articles 296 et 543 du Code général des impôts du Cameroun. Donc, c'est très important. Je n'ai pas beaucoup vérifié les autres. Je pense que dans la plupart des pays, c'est un peu comme ça. Maintenant, au niveau de la solution de la plus-value qui est réalisée sur la cession globale des actifs qui constituent le fonds de commerce, comme j'ai dit, là, ça concerne plutôt le vendeur, c'est lui qui va payer l'IS, qui est l'impôt sur les sociétés dans ce cadre de cela. Parce que les plus-values dégagées dans le cadre de la section de fonds sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Au Cameroun, nous avons deux types, dans ce cadre-là, deux types de taux. Pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 3 milliards ou bien égal, vous allez appliquer un taux de 28%, c'est-à-dire 102,8 plus les CAC qu'on appelle les centimes additionnels communs. Mais si jamais la plus-value dégagée vous donne peut-être un montant de plus de 3 milliards, on va vous appliquer un taux de 33%. Donc ici, là, ça concerne le taux d'IS. Je sais que dans la plupart des pays, ce taux-là, parfois, pour certains encore, c'est encore moins. Pour d'autres, c'est encore plus moins. Parce qu'au Cameroun, on applique deux taux. Mais je ne sais pas si chez vous c'est 10, vous allez juste appliquer les 10%. Voilà. Pour la moitié ou bien le montant, lorsque la cession ou bien le transfert intervient en moins de 5 ans après la création, la charge du fonds de commerce là, ou bien la clientèle arrive. On dit souvent qu'il y a une période où la personne a mis super commentaire à exploiter, ça fait moins de 5 ans ou bien moins de 10 ans. Voilà comment. Mais la plupart des cas, je vous dis souvent, moi, l'expérience que j'ai, on ne tient même pas compte de ça. Lorsque la personne veut déjà vendre son fonds de commerce, la pratique, on ne regarde pas beaucoup ça. Et c'est là, il faut aussi noter qu'il y a deux cas de figure en matière de cession du fonds de commerce d'une entreprise. On a soit l'entreprise reste en veille ou bien en veilleuse après avoir cédé ses actifs, notamment ou bien maintenant sa personnalité juridique en veilleuse ou en attendant d'acquérir de nouveaux actifs dans le nouveau fonds de commerce, soit l'entreprise ou bien l'entreprise est dissoute. Voilà, donc il y a une distinction de sa personnalité juridique après cession de ses actifs où le produit de la vente est partagé après paiement du passif social et des impôts engendrés par la cession. Donc, en fait, c'est les cas où on peut voir soit vous allez effectuer une veilleuse, ça veut dire que vous estimez que le fonds de commerce que vous avez, vous ne pouvez pas en commencer
l'exploitation, mais vous avez quand même cédé. Vous qui avez, je dis beaucoup plus, je m'intéresse, je parle à l'acquéreur. Il a acheté, mais il n'a pas encore les moyens pour commencer à exploiter ce fonds de commerce. Il y a deux cas de figure. Il va procéder par, comme j'ai dit, une situation où l'entreprise enveilleuse, soit s'il estime que non, ce n'est plus bon, il peut aller jusqu'à dissoudre, donc à mettre fin à l'entreprise. Mais dans tous les cas, c'est les cas rares. Il y a aussi, le deuxième cas est beaucoup plus rare parce que quelqu'un ne peut pas payer un fonds de commerce pour dissoudre, non. Puisque généralement, quand tu achètes, c'est pour exploiter. Mais le premier cas, ça, j'ai déjà rencontré ça où quelqu'un a acheté, mais pour commenter à exploiter, il a estimé qu'il n'avait plus d'accès de fonds. Il a d'abord mis l'activité en veilleuse en attendant qu'il ait de l'argent pour engager. Parce que quand vous mettez vraiment une entreprise en veilleuse, c'est pour que les impôts ne vous couvrent pas toujours aussi derrière. Parce que là, vous allez signaler aux impôts que non. Certes, et je suis populaire, j'ai acheté ce fonds de commerce, mais je ne peux pas encore l'exploiter parce que je n'ai pas d'argent, mais mes activités sont d'abord en veilleuse. Vous ne les faites pas. Au jour où vous commencez à vous relancer l'activité, vous allez signaler seulement que avec. Parce que quand vous faites ça, il faut déjà avoir les décharges, les preuves. Il ne faut pas dire ça par la parole seulement. Non. Vous rédigez, après vous déposez, vous envoyez au lieu des impôts, vous êtes incompétent, vous êtes rattaché, vous les signalez, voilà. Donc, c'est moi qui vais exploiter ce fonds de commerce. Mais pour le moment, je n'ai pas assez d'éléments qui me permettent d'exploiter. Raison pour laquelle je vais d'abord mettre en milieu l'activité. Pour que le jour où vous avez donc vos moyens pour relancer l'activité, vous les écrivez avec la copie comment dirais-je, la décharge que vous avez gardée, vous mettez ça en pied joint et vous les signalez, voilà, je vais relancer. Et vous avez d'abord demandé en veilleuse. Cette fois-ci, je dois relancer l'activité. Dans ce cadre-là, ils vont commencer à considérer au moment où vous les avez signalés pour que vous commenciez aussi à payer normalement vos impôts. En fait, c'est sûr que vous pour vous pour ce soir. Je crois qu'il y a les séances de questions parce qu'il y a notre ami qui a pensé à poser des questions. Je ne sais pas s'il a eu au niveau de l'exposé les réponses par rapport à ces préoccupations. Si dans le cadre-là, maintenant je suis disponible pour répondre à ces questions. Monsieur Pamelo, Monsieur Pamelo. Monsieur Pamelo. Monsieur. Allô? Si Monsieur Pamelo n'est pas encore disponible, au cas où il y a des questions, je suis disposé à répondre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Quelqu'un m'écoute? Il y a quelqu'un? Ah, apparemment, je suis seul. Il y a personne qui répond. Oui, oui, moi je vous écoute. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Je vous écoute, je vous écoute. Si vous posez votre question, je vous écoute. Allô? Pour ceux qui ont des questions, en attendant que M. Lola se signale, vous pouvez les poser. Parce que là, je crois que la condition est un peu stable. Pourquoi on en profite une fois? Il y a des questions.
Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je vous reçois. Vous me recevez, s'il vous plaît? Et moi, je vous reçois. Oui, oui, je vous Je me reçois. présente, je suis Gado Katako, juriste de formation. Je vous Ok. suis depuis le au Togo. Bon, entre-temps, il y a eu des stages, donc je n'ai pas été, j'ai pas suivi de bout en bout la présentation. Néanmoins, j'ai une question, une petite question de curiosité. Nous avons une société, donc une entreprise qui a la personnalité juridique, une entreprise personne morale. Mais entre-temps, nous, les associés, on ne s'entend pas. Et on a décidé de céder notre fonds de commerce. Voilà. Je voudrais savoir quelles sont exactement les différentes étapes de la procédure à observer pour que la session puisse être faite en bonne et due forme. Je ne sais pas si j'ai été suivi. Hein. Oui, mais je vous ai écouté. Mais dans ce cadre aussi là, je crois que ça passe, comment on appelle ça, c'est une consultation. Bah, en fait, non, j'ai pris un exemple, je posais la question, je prends un exemple comme ça pour mieux que la question Je soit mieux comprise. reprends ta votre question. Vous voulez savoir, vous avez une société, donc vous êtes associé au sein d'une firme et que vous vous entendez pas maintenant et vous voulez vendre ce fonds de commerce. Voilà, mais la vente d'un fonds de commerce, dans ce cas, ça concerne d'abord l'ensemble des associés ou bien des associés ou bien des actionnaires. Si c'est une SA, c'est tout le monde qui doit donner son avis. Au cas où une personne n'est pas d'accord, ça peut créer des problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que dans ce cadre-là, donc, tous les gars, donc tous les associés sont d'accord et que le prix est arrêté parce que le prix va tenir compte de l'apport, ça dépend des apports que chacun a apporté. Vous comprenez, non? Voilà, c'est que chacun a apporté et puis maintenant, il faut aussi trouver le client un peu au hasard. Le prix va tenir compte des éléments que j'ai évoqués. Donc, si vous avez commencé à exploiter et que vous savez que vous avez eu à travailler ensemble, vous allez tenir compte du chiffre que vous avez fait, des exercices, il y a certains éléments que vous devez prendre en compte avant maintenant de procéder à la vente. Mais dans ce cadre-ci, moi, je pense que vendre, ça serait un peu difficile pour vous. Parce que moi, je pense que si c'est votre entreprise, c'est plutôt de dissoudre l'entreprise. C'est mieux. Parce que vendre, quand on dit on a vendu, on a cédé, en réalité, c'est pas. C'est vous avez vendu, mais je peux dire que vous restez encore propriétaire de ce que vous avez vendu. Il faut faire un peu une différence. C'est vous qui êtes propriétaire de votre entreprise. Certes, vous avez vendu, mais moi, ce que je souhaite, c'est que si moi, je vais à votre place, je vais dire à mes associés, OK, on dissout l'entreprise. Parce que là, ça va me permettre qu'il ne faut pas que demain, après-demain, quelqu'un casse ma tête. On s'assoit, on organise une assemblée extraordinaire, on dissout l'entreprise. S'il y a de l'argent, qu'il y avait l'argent ou bien les engagements, on règle ça à l'amiable et chacun part. Parce que si vous partez par la vente de fonds de commerce là, il y a les engagements que ça peut vous retomber après. Oui. Voilà. Donc c'est mieux, pour moi, je vais vous dire, c'est mieux de dissoudre l'entreprise. D'accord. Donc c'est bien compris. Parce que la vente, c'est si vous estimez que. Allô? Oui, la vente, c'est dans le cadre où vous estimez que vous n'exploitez pas bien.
C'est d'où vous devez céder pour que quelqu'un d'autre exploite. Mais si vous n'entendez pas dès le départ, tel que vous me dites là, c'est mieux de dissoudre l'entreprise. D'accord. Voilà, pour partager. Chacun maintenant le bonus. Voilà, chacun passe son. Ok, merci. Allô? 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 Il y a d'autres questions? Il y a un souci. Je comprends pas. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, alors, vous pouvez? Moi, je vous suis. Ok. Oui, je Monsieur suis Salmon là. est là? Oui, je vous Vous reçois. recevez? Ok, super. Donc, avant de poursuivre avec les questions, nous allons demander d'abord à M. Katako s'il est satisfait. S'il est satisfait de la réponse à sa préoccupation. M. Katako Gado, qui vient de poser un cas pratique. Est-ce que vous êtes satisfait? Ok, super. Merci. Donc, avant de poursuivre avec les questions et réponses, je tiens à passer une petite information. Alors, j'ai deux informations à passer. La première information est que tous les participants qui désirent approfondir ce thème, hein, c'est-à-dire la restructuration de l'entreprise
nous offrons la possibilité à tous ceux qui désirent aller en profondeur, hein, d'être reçus en consultation privée. Hein, nous allons organiser des séances de consultation privée, hein, et sur notre site internet à tous ceux qui désirent. Donc, allez dans la file de discussion et puis vous allez voir le lien de notre site internet qui figure dans la file de discussion ici même. Vous cliquez sur le lien du site www.jupiterconsultant.org. Dès lors que vous cliquez sur le lien du site, vous irez dans la rubrique Allo Consultant. Nous avons un projet dénommé Allo Consultant. Vous cliquez dans cette rubrique-là et vous allez voir en première position, vous allez voir TBR Allo Consultant. En deuxième position, vous allez voir devenir consultant, quelque chose du genre. En troisième position, vous allez voir réserver une consultation. Réserver une consultation. Donc, quand vous allez cliquer sur réserver une consultation, il y a un lien bleu là. Vous cliquez sur le lien et puis vous renseignez le formulaire qui est là. Vous renseignez le formulaire, vous mettez toutes vos coordonnées dedans. Nous allons vous contacter pour vous donner les modalités de la consultation privée. Donc, dans votre message, n'oubliez pas de mentionner si vous avez besoin du replay de ce webinaire et d'une attestation. Donc, je crois que c'est un package que nous allons vous offrir à un prix vraiment forfaitaire. Un prix forfaitaire. Donc, c'est-à-dire la consultation privée pour approfondir ce thème, le replay du webinaire et puis une attestation de participation pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est-à-dire que notre formateur a écrit plusieurs ouvrages en droit des affaires, en fiscalité. Donc, je vais vous présenter au moins 2 de ces ouvrages et lui-même, il va faire le commentaire sur ces ouvrages. Monsieur Salmon, vous recevez? Ça peut aller oui, comme ça. Je suis là. 2 de vos ouvrages sur lesquels vous allez dire quelques mots pour essayer de voilà. Donc, nous avons, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je suis en train de partager mon écran. Moi, mais je ne vois pas bien, il faut agrandir parce que là, bon. c'est petit pour moi. Voilà, ouais, je vois, c'est le principe d'égalité en matière de remboursement voilà. des crédits. Voilà. Le principe d'égalité en matière de remboursement des crédits de TVA dans les juridictions en développement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce document, M. Salmon? Voilà, il est important de retenir qu'en réalité, on a toujours eu ces petits soucis-là pour ceux qui sont les entreprises qui sont au régime de RIA pour bénéficier de la TVA. Il y a une injustice qui sévit. Parfois, il y a les critères que la plupart des juridictions ont arrêtés pour accorder le remboursement de ces crédits TVA. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt décidé de travailler sur ce sujet-là parce que je me rendais compte qu'il y a les entreprises, lorsqu'elles engagent ou bien elles sollicitent le remboursement de ces crédits TVA, elles obtiennent rapidement cet argent-là. Mais il y a d'autres entreprises, malgré le fait qu'elles sont aussi au même régime, elles ont du mal à obtenir ce remboursement. Pourtant, la TVA, les crédits TVA, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable que le contribuable a juste prêté à l'État et qui demande à l'État en ce moment, restitue-moi mon argent. Il est inacceptable que l'État commence à appliquer une injustice par rapport au remboursement. C'est vrai qu'il y a aussi une mauvaise pratique de certains contribuables. Quand je vois que la mauvaise pratique, par exemple, il y a les fausses factures, puis on va monter les fausses factures pour augmenter l'argent pour que l'État restitue. Maintenant, si la plupart des entreprises, je parle, qui sont sérieuses et qui demandent le remboursement de leurs crédits, c'est normal que l'État puisse remettre l'argent parce que n'oublions pas que la trésorerie, c'est ça qui fait la force d'une entreprise. Il y a une entreprise, il y a les entreprises qui sont en difficulté. Lorsqu'elles bénéficient de ces remboursements des crédits TVA, elles boostent ces
activités. Donc, en fait, c'est ce qui m'a poussé à mettre sur cela pour éviter le principe d'égalité, comme le titre est bien, le principe d'égalité en matière de remboursement. Je veux plus, par exemple, nous, on a les entreprises faibles, les entreprises moins faibles, ou bien les entreprises à risque élevé, ou bien à risque moins élevé. Ça, c'est une discrimination. Si une entreprise est sérieuse et elle sollicite son remboursement, c'est dans la norme que vous restituez son argent. Donc, c'est ça qui a poussé en sorte que je clique. Et je veux aussi attirer l'attention. Le livre a été traduit en plusieurs langues aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver à Amazon, à Fisna. Donc, à Amazon, en version française, portugais, italien, et allemand, en anglais aussi. Donc, et le deuxième que je vois là, c'est les droits du contribuable avant, pendant et après le contrôle fiscal. C'est très important en ce qui concerne le contrôle fiscal. Vous savez, généralement, si le contribuable, les contribuables qui ne connaissent pas les droits, c'est tout à fait normal qu'elles se font parfois bouffer par la toute puissance de l'administration fiscale. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler dans ce cadre-là pour donner les éléments qui permettent en réalité à un contribuable de mieux faire face à un contrôle fiscal. Je vais prendre quelques cas. Vous savez, dans la plupart des cas de matière de contrôle, il est important pour les contribuables de savoir leurs droits. Je prends un cas. Si vous estimez que, par exemple, on vous a envoyé un avis de vérification et que la loi vous dit que cet avis de vérification doit arriver 15 jours avant le jour J du début du contrôle, et que vous n'avez pas, que l'office, l'agent du fisc n'a pas respecté ce délai, vous êtes dans votre droit de demander une annulation. Mais faites attention, il ne s'agit pas là d'une annulation absolue. C'est une annulation relative. Ça veut dire que vous demandez au fisc, au regard du fait que vous n'avez pas respecté votre droit. Moi, je ne suis pas dans l'obligation, donc je ne suis pas là pour vous recevoir. Il faudrait que vous fassiez l'effort de respecter ma part de droit, c'est-à-dire annuler cette vérification. Et l'office va annuler ça. Parce qu'elle tiendra compte qu'elle n'a pas respecté les délais tels que sont prévus par la loi. Donc, c'est dans ce cas-là. Et vous allez vous rendre compte que quand elle annule, que l'office annule, ça vous permet aussi de prendre des dispositions pour mener, par exemple, un audit interne pour corriger ce qui a corrigé avant que l'administration ne reprogramme une autre vérification. Mais je attire encore l'attention sur ça parce que les gens, ils confondent quand on dit annuler ou bien nullité. Il s'agit d'une nullité absolue. Non, c'est une nullité relative. Ça permet juste à l'administration de recommencer la procédure en respectant votre droit. C'est un exemple que j'ai pris en passant. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a parfois des contribuables qui pensent que l'agent du fisc qui arrive là, c'est un éliminant. Les deux parties sont appelées à travailler en collaboration. L'agent du fisc vient faire son travail. Mais il faut faire attention. Il faudrait que vous mettez à la disposition de l'agent du fisc assez de moyens qui vont lui permettre de travailler, de faire bien son travail. Ça veut dire quoi? Il doit avoir l'accueil qui doit être considérable, l'espace dans lequel il doit bien travailler. Et vous devez mettre à sa disposition tous les éléments qu'il va solliciter. Parce que si vous ne le faites pas, il y a les conséquences. Hein. Si jamais vous ne le faites pas, le fisc peut estimer, ou bien l'agent du fisc peut estimer en réalité que vous refusez qu'il fasse son travail. Et là, il peut procéder par la taxation d'office. Mais lorsqu'on évoque déjà la taxation d'office, le contribuable perd totalement ses droits. C'est pourquoi j'ai voulu attirer l'attention des gens en écrivant cet ouvrage. Et j'ai dit aussi que l'ouvrage aussi est traduit en plusieurs langues. Vous pouvez le retrouver à Amazon, à Fina. Il y a aussi les librairies africaines qui se trouvent à Paris. Aussi en anglais, en italien, en portugais, en Espagne, en espagnol, autant pour moi. Il y a aussi traduit en plusieurs langues. Voilà. C'est les deux éléments que j'aimerais apporter. Ok, super. Allô? Les ouvrages coûtent combien, M. Salomon? Oh, mais
Ouvrage, c'est pas moi qui détermine les prix, hein. Parce que quand on envoie un ouvrage Amazon, vous savez, il y a les prix changent. Moi, je sollicite souvent que tout le monde ne peut pas voir Amazon. Ils vont voir les prix Amazon dans les différents librairies. Ils vont voir les prix parce que ça dépend. Parce qu'il y a mon éditeur vous allez voir, l'éditeur, c'est l'Université européenne. C'est lui mon éditeur. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ça. D'accord. Les prix, voilà. Donc, les prix, ça dépend des librairies ou bien des sites où vous allez trouver. Parce qu'il y a un tient aussi compte de ça. D'accord. Donc, je tiens à rappeler à tous nos participants ici présents que les ouvrages de M. Salmon Malang seront bientôt disponibles à la bibliothèque numérique du cabinet Jupiter Consultant. Notre bibliothèque numérique va commencer à fonctionner d'ici peu. C'est déjà prévu sur notre site internet pour ceux qui vont nous faire l'honneur de visiter notre site internet, dont le lien est déjà mis dans la file de discussion. Et vous allez voir qu'il y a une bibliothèque numérique qui est déjà prévue. Je vous rappelle déjà que vous pouvez aller sur le site et aller dans la rubrique Allo consultant et réserver une consultation. Il y a un lien bleu là. Vous allez juste cliquer sur le lien et renseigner le formulaire. Nous allons recevoir votre formulaire dans notre boîte mail et traiter et vous revenir par rapport aux modalités. Aussi, je rappelle à M. Salmon Malang et à tous les participants ici présents que notre cabinet a conduit avec efficacité plusieurs missions de contrôle fiscal, c'est-à-dire nous avons assisté plusieurs entreprises et institutions de haute stature dans les missions de contrôle fiscal et parfois dans les missions de contentieux, de pré-contentieux, de contentieux fiscal. Et pour la plupart, nous avons pu tirer nos clients qui ne sont rien d'autre que des entreprises et ces institutions-là d'affaires avec une marge qui est quand même n'est pas négligeable par rapport à l'économie qu'on a pu faire sur les régressements fiscaux qui étaient en cours. Voilà. Donc, avec les expériences que nous avons eu à capitaliser sur ces différentes missions-là, je sollicite devant tout le monde une collaboration avec M. Salmon Malang 2 sur ce thème-là principalement, les droits du contribuable avant, pendant et après le contrôle fiscal. Ici, là, c'est au Cameroun. Ça ne sera plus au Cameroun ni dans l'Afrique centrale seule. Nous allons l'élargir en Afrique de l'Ouest. Et je souhaite être co-auteur sur ce projet-là. Donc, je crois que nous allons discuter après. Parce que c'est un domaine très, très vaste, c'est très, très sensible. C'est capital pour toute entreprise de maîtriser vraiment tous les contours, tous les tenants et les aboutissants du cadre général du contrôle fiscal jusqu'à aller au pré-contentieux et au contentieux. Donc, c'était une parenthèse. Est-ce qu'il y a un troisième ouvrage qui est là? Je ne sais pas. Je vois quelque chose. En fait, c'est la traduction en anglais. Il n'y a pas. Le troisième ouvrage, je vais chercher pour vous envoyer. C'est la traduction. En fait, c'est la traduction que je vous ai envoyée là-bas. Ah, d'accord. Il faut se comprendre que pour ceux qui ont. Il y a aussi, je suis aussi auteur pour les articles. Pour ceux qui concernent les articles, il y a les articles sur l'APP. L'accord préalable sur les prix de transfert. Il y en a aussi les articles. Il y a les articles sur la déduction en cascade. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, il y a les articles de déduction en cascade. Il y a aussi les articles que j'ai écrits sur l'enjeu et le défi en matière de collecte de la TVA issus des ventes en ligne. Il y a des articles donc pour ceux qui sont aussi intéressés. D'accord, super. Est-ce que
L'écran est toujours Oui, il partagé, faut vous voyez toujours mon écran. quand même essayer de zoomer un peu. La mission africaine, Ah, je voyais quelque chose. d'accord. Pour l'écran, Ouais, je vois. je viens. OK, la mission africaine de Financement, restructuration et de financement des financement PME. des startups. Et, c'est le projet euh, euh, que nous avons initié qui va fonctionner comme un salon. Et donc, il y a 4 modules. Il y a les meilleures idées de business rentable dans chaque pays de l'espace UEMOA. Comme module 1, module 2, la prévention des difficultés des entreprises en droit WADA. Module 3, la gouvernance de performance et de conformité au profit des entreprises. Module 4, les techniques innovantes de recherche de financement. Au programme, nous allons créer 100 entreprises sur place au cours de la mission. Il y aura des panels de haut niveau, des consultations diagnostiques, des masterclass, il y aura des fiches de projet, nous aurons des séances de coaching personnalisées, des cas pratiques de restructuration d'entreprise. Donc, c'est un événement très, très important pour tous les professionnels du droit, des affaires, de la fiscalité, tous les chefs d'entreprise, tous les porteurs d'idées de création d'entreprise. Donc, la participation sera gratuite. La participation sera gratuite, mais il y aura les participants auront la possibilité d'exposer. Ils auront la possibilité d'exposer. Donc, les exposants vont payer quelque chose. Il y aura également un dîner d'affaires, un gala le dernier jour, la nuit. Donc, ça également sera payant. Mais la participation, elle est libre et gratuite. Donc, je crois que nous avons vraiment échangé. Nous avons échangé sur le thème. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? S'il y a des gens qui ont encore des questions, nous allons prendre encore une question et fermer la salle du séminaire. Il y a encore des questions? Monsieur Alou Badara. Oui, je suis là. Au fait, j'ai prié. Ah, d'accord. C'est vendredi aujourd'hui après. N'est-ce pas? C'est vendredi. D'accord, d'accord. D'accord. Vous n'avez plus de questions ou de commentaires à faire par rapport au Non, pour le moment, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses à travers les interventions de monsieur, de l'intervenant. Je tiens à lui remercier pour la qualité quand même de son intervention. C'était super. D'accord, merci beaucoup. Très enrichissant. Donc, et l'homme service est là. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y, prenez la parole et parlez. Et l'homme service, on veut vous entendre. Et l'homme service plus, allez-y. Activez votre micro et parlez. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. J'espère que ça peut aller. Tout est bien compris. Merci beaucoup. Ok, vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de commentaires à faire? Non, ça peut aller. D'accord. Nous prions tous les participants d'aller de faire un tour dans la fiche de discussion. Il y a le lien de notre site internet qui est là. Cliquez sur le lien, allez dans la rubrique Allo consultant, vous avez votre consultation et puis voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de visiter notre site internet. Vous pouvez visiter le site. Le site est toujours en construction. Nous sommes également, le cabinet Jupiter est également en mode restructuration. Donc, nous sommes en train d'opérer la restructuration à plusieurs niveaux. Et puis ça continue. Donc, voilà. Laissez-nous vos impressions dans la file de discussion également. Laissez-nous vos impressions dans la file de discussion. Si vous avez encore des questions, des commentaires qu'on peut faire hors ligne, vous pouvez les écrire dans la file de discussion. Vous laissez votre nom, votre contact, votre adresse mail, et puis nous allons vous contacter. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous. Et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Merci beaucoup.
Très bon week-end d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup à vous également. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Très bon week-end à vous. Donc, nous avons bouclé. Nous avons déjà clôturé. Le reste, c'est dans la file de discussion. Il faut aller dans la file de discussion pour nous laisser vos impressions, vos commentaires, vos questions. La file, là, ça donne quoi ici? Allô? Oui, allô, monsieur Salmon? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, allô? j'étais en disant que je propose, pour ceux qui, par exemple, ont besoin de, comme dans le cadre que vous avez parlé de l'accompagnement là, que ça soit pas seulement nécessaire pour les contrôles, ils peuvent aussi élargir. Donc, si quelqu'un a un souci, que ça soit en matière audit fiscal, et qui va arriver jusqu'à audit des multinationales qu'on appelle généralement l'audit en matière de prix de transfert, que la personne là ne se trompe plus de chemin, il peut le solliciter. Que ça soit non seulement dans le cadre que nous avons beaucoup sur le sujet que nous avons cherché la restructuration, mais sur les éléments, je ne sais pas, pétrolière, minière, si les gens sont sollicités. Au cas où ça ne dérange pas, je forme aussi. Il y a dans le cadre des formations que je fais, et ceux qui sont sollicités, qui veulent vraiment être accompagnés pour avoir plus de connaissances dans la fiscalité, surtout beaucoup dans la fiscalité spécifique. Fiscalité spécifique qui englobe la fiscalité minière, pétrolière et forestière. J'accompagne aussi dans ce cadre-là pour ceux qui veulent vraiment mieux se former dans ce cadre-là. Ça va entrer en globalité avec l'audit des prix des transferts parce qu'il faut comprendre que l'audit des prix des transferts est différent de l'audit que nous faisons au sein de nos entreprises. Parce que ça élève encore plus un peu complexe. Pour ceux qui veulent s'améliorer, parce que la fiscalité, il faut travailler au quotidien. Et pour mieux s'améliorer, il y a aussi les contrats. Comme j'ai dit, les contrats, que ce soit les contrats des APC. Parce que dans la plupart des firmes étrangères, quand ils viennent chez nous, c'est pour signer le contrat EPC. Ce n'est pas les contrats que nous signons, c'est une catégorie de contrats dans lesquels, si vous ne maîtrisez pas vraiment, l'entreprise va vous fourrer dans l'eau. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des multinationales, elles ont adopté un certain type de contrat. Pas les multinationales seulement, mais surtout ça rentre dans les contrats miniers, aussi les contrats en matière de construction. Je vais prendre un cas. Une entreprise qui viendra réaliser, par exemple, un investissement bien réalisé, un stade. Dans ce cadre-là, c'est un contrat EPC qu'on signe. Et je sais que beaucoup en Afrique, on ne connaît pas la différence qu'il y a entre le contrat EPC ou le contrat EPM. Donc, ceux qui veulent vraiment avoir plus de connaissances sur ce type de contrat, ils peuvent aussi me contacter. Donc, ça dépend du souci. Que ceux qui ont les soucis, il faut juste solliciter. On vous accompagnera. Ok, merci beaucoup. Bon, beaucoup sont déjà partis, hein, parce qu'on avait déjà clôturé. Beaucoup sont partis. Il y a plus de 15 personnes qui sont déjà parties. Donc, ils ont quand même compris. Ils ont reçu le lien. Donc, ils vont cliquer sur le lien et nous contacter plus tard. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Bon week-end à tout le monde. Je rappelle qu'il y avait 2 avocats. Il y avait 3 avocats avec nous. Hein. Il y avait 3 avocats avec nous. Mais ils n'ont pas pris la parole. Ils sont tous partis déjà.
sommaire.